Pauline Crucis, en juillet 2025, votre mari est mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 39 ans. Depuis, vous collectez de l'argent au profit de la recherche contre cette maladie et vous avez été nommée ambassadrice pour l'Institut du cerveau. Pour évoquer ce cancer qui tue 4000 personnes par an en France, vous avez le profil idéal. Vous rencontrez Jean-Charles Crucis en 2016, vous vous mariez 5 ans plus tard. En février 2023, vous avez une fille prénommée Madeleine. En décembre, Jean-Charles, qui dirige une société de courtier en produits financiers, rédige des dizaines de cartes de vœux pour ses clients. Il constate alors une perte de sensation dans sa main droite. Le lendemain, il prend rendez-vous pour passer une IRM. En sortant de l'examen, il vous appelle. Il avait la voix qui tremblait, il se retenait de pleurer. Il me dit, ils m'ont découvert une petite lésion au cerveau. Les médecins diagnostiquent une tumeur cérébrale de haut grade. À la Pitié-Salpêtrière, à Paris, votre mari subit des séances de radiothérapie, une opération et de la chimio. Fin mars 2025, il est en rémission. Vous voyagez au Sultanat d'Oman. Mais après votre retour, le cancer se développe à nouveau. L'état de santé de Jean-Charles se dégrade très vite. Il perd sa motricité, sa mémoire, son langage. Le 30 juillet 2025, dans un service de soins palliatifs, juste avant son décès, vous lui faites écouter ses morceaux de musique préférés et vous répétez « Tout va bien aller, tout va bien aller ». Depuis, vous intervenez dans les médias afin d'obtenir plus de moyens pour lutter contre le cancer du cerveau et vous avez même plaidé votre cause au Parlement européen. Professor Weller mentioned its nickname, the Terminator. I call it the Dragon. That is a fact. But at no point can it be an excuse. Début août, vous déclariez « Je veux montrer à Madeleine que le cancer et la mort n'auront pas le dernier mot ». Oui, Pauline Crucis, il est mort, Jean-Charles, votre époux, le 30 juillet 2025. Il y avait eu 6 semaines de rémission quasi miraculeuse, des petites semaines. Il est mort révolté, et vous aussi, d'une certaine façon. Il est mort révolté, en colère, il n'a pas accepté. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même un discours souvent de glorification de la maladie, de la mort, etc. On aime bien rendre tout beau, rendre tout joyeux, sauf que la mort, c'est la mort et c'est globalement de la merde. Et encore plus quand on a 39 ans et qu'on laisse une petite fille de 2 ans et demi derrière soi. Et puis que ces derniers jours et ces dernières semaines en soins palliatifs, c'était horrible. Absolument épouvantable. Coma, enfin... Exactement. Tout. Et Jean-Charles, moi, vous savez, les gens croyants, ils vous disent « Ah, mais il est bien là où il est maintenant ». Sincèrement, j'en sais rien, en fait. Non, il est parti en colère, il est parti triste et inquiet de laisser sa petite femme et sa petite fille. Cancer du cerveau, le glioblastome, c'est une des 150 sous-tumeurs cancéreuses. C'est la forme la plus agressive et la plus courante du cancer du cerveau. Et les oncologues disent, c'est vrai que depuis 30 ans, au niveau de la prise en charge, c'est plus que modeste, c'est quasiment rien, quoi. On n'a pas avancé, rien n'a changé. Exactement. En fait, aujourd'hui, le cancer du cerveau, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les enfants, les adolescents, les jeunes adultes jusqu'à 35-40 ans. Pourquoi c'est devenu la première forme ? Parce que les autres, heureusement, il y a des progrès en fait sur le sein, sur la prostate, sur le poumon. Enfin, encore une fois, on ne soigne pas tous les cancers, contrairement à ce que certaines personnalités publiques disent ces derniers temps. Donc malheureusement, dans tous les cancers, il y a encore des morts, mais il y a quand même des progrès. Sur le cancer du cerveau, il y a quasiment eu aucun progrès depuis 30 ans, parce que c'est un champ qui a été complètement désinvesti, à la fois par la recherche publique et la recherche privée. Alors qu'on a d'excellents chercheurs, d'excellents médecins, d'excellents oncologues. Vous ne mettez pas en cause la connaissance des scientifiques. On a des médecins-chercheurs brillants qui font le choix de rester en France. Ils ont des idées. Ce n'est pas les esprits ni les options qui manquent. Alors, je ne dis pas que si on mettait tant d'argent, on le soignerait après-demain. Ça reste de la recherche médicale, ça reste le cerveau, donc c'est très compliqué. Il y a la barrière hémato-encéphalique. Pour autant, c'est ce que je disais dans une de mes interviews, ça n'est pas une excuse. Si on n'essaie même pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et dans toute l'histoire de la recherche médicale, on a montré qu'à chaque fois qu'on a été face à un grand défi scientifique, on a réussi quand on a mis les moyens. Le sida, on a réussi. Le cancer du sein, il y a 40-50 ans, c'était une condamnation à mort systématique pour les patientes. Aujourd'hui, dans la plupart des formes, on peut en guérir. Récemment encore, le mélanome métastatique avait le même pronostic que le cancer du cerveau. Aujourd'hui, on arrive dans certains cas à le guérir. Donc, quand on donne les moyens, on peut
progresser et donner déjà plus de temps et puis plus de solutions. Et parce que les symptômes aussi, vous le dites et vous le répétez partout où vous allez, sont terribles. Vous dites que c'est un mélange de la maladie d'Alzheimer, de Charcot et d'un cancer généralisé. C'est ça qu'a vécu votre mari. Exactement. Il faut savoir que Jean-Charles, dans ses 8 semaines de rechute et de fin de vie, il a perdu petit à petit la mobilité, donc le fonctionnement de ses membres. Il ne pouvait plus marcher. Il a fini sa vie tétraplégique. Il a aussi perdu le langage. L'oralité. Il a perdu l'oralité. Il a perdu sa lucidité. Il ne se souvenait plus. Il n'avait plus de mémoire à court terme. Il me disait des choses comme « T'es allé voir tel client au Mans, paniqué ». Je lui dis « Mais pas du tout, je suis avec toi toute la journée ». Donc c'est quelque chose où... Et en plus, la personne se rend compte petit à petit. Donc, c'est quelqu'un qui, à 39 ans, a tout perdu de lui-même avant même de perdre la vie. Et ça, c'est absolument épouvantable. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'en parlait pas de cette maladie, parce qu'elle fait peur, parce que ça touche à ce qu'on a de plus précieux et de plus intime, à notre cerveau, ce qui fait tout de nous. Et donc, effectivement, voir un jeune homme beau, sain, de 39 ans, finir tétraplégique, sans plus pouvoir parler, sans plus savoir où il est, c'est pas des choses qu'on montre beaucoup. Alors, il y a quelques lueurs d'espoir, Pauline Crucis, on va en parler avec Anna, dans des avancées dans la recherche, mais ça se passe aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, un vaccin ADN personnalisé a été administré à une dizaine de patients lors d'un essai clinique dont les résultats ont été publiés au mois de mai. Et ce vaccin sur mesure pourrait améliorer la survie des patients atteints du glioblastome, ce cancer que vous connaissez malheureusement trop bien. De quelques mois, la durée de vie avec la maladie pourrait passer à 2 ans, ce n'est pas rien. Et puis il y a aussi, vous allez voir, cet implant cérébral américain de la taille d'une pièce de monnaie, capable d'écouter l'activité électrique de la tumeur et de ralentir son évolution en envoyant des stimulations électriques. 3 patients ont déjà pu en bénéficier, le temps d'une chirurgie d'une 30aine de minutes. Et l'objectif à terme, c'est de laisser cet implant en place dans le cerveau, exactement comme un pacemaker, mais contre le cancer. Alors Pauline Crucis, qu'est-ce que les Américains ont de plus que nous pour avancer si vite dans la recherche? Alors jusqu'à récemment, ils avaient beaucoup plus d'argent. Ils sont aussi beaucoup plus grands que nous, donc ils ont plus de centres, etc. Je vais vous donner 2-3 exemples en France. En fait, aujourd'hui en France, on est à la 2e génération de neuro-oncologues. C'est une spécialité récente. On a entendu parler récemment d'une grande avancée sur le cancer du pancréas. Absolument, on avait reçu d'ailleurs des médecins à l'origine d'un Voilà, il test. faut avoir en tête qu'en fait, il y a une centaine de laboratoires dans le monde qui travaillaient sur cette fameuse mutation dont on a parlé. C'est donc des sommes considérables et ça fait 15 ans qu'ils travaillaient dessus. On a une mutation un peu similaire dans le cancer du cerveau, qui a en gros 90% de présence dans les cancers du cerveau, etc. Il y a 2 labos dans le monde qui travaillent dessus, dont un en France. Donc forcément, les moyens ne sont pas les mêmes. On a une quinzaine de neuro-onco-chercheurs en France qui sont capables de vraiment proposer des choses... Neuro-oncologues, pardon. Bien sûr. Chercheurs qui sont vraiment capables de proposer des choses innovantes, etc. Sur le pancréas, les cancers de l'intestin, etc., tous les cancers digestifs et compagnie, ils sont des centaines. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une petite communauté relativement récente, pas soutenue financièrement sur la recherche clinique par les pouvoirs publics. Et comme c'est toujours le cas en France sur notre système de santé, quand sur des maladies où il y a peu de choses au départ, les pouvoirs publics n'investissent pas, et les labos ne prennent pas non plus le relais. Donc, on est dans un cercle vicieux. Vous parlez de pouvoir public, donc là, il y a quelque chose, vous avez un objectif là, pour le mois d'octobre. C'est faire inscrire une ligne dans le projet de loi de finances sur la sécurité sociale en octobre pour la recherche contre le cancer du cerveau, c'est ça? Exactement. Qu'il y ait des fonds alloués et attribués. Tout à fait. Dans le projet de loi de finances et dans le PLFSS. On est en train de travailler dessus. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, on peut faire que mieux, puisque, pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, dans le budget de l'Institut national du cancer, il y a eu 0 projet financé sur le glioblastome. Il y en a eu 1 en 2018. Entre 2012 et 2025, il y a eu moins de 1%. Je vais corriger mon 0. Il y a eu moins de 1% du budget de l'Institut national du cancer sur le cancer du cerveau, sur le glioblastome, qui est le cancer avec le plus mauvais pronostic. Et le plus répandu. Oui. Exactement. Et aujourd'hui, il y a pourtant un focus du gouvernement depuis 2022 sur les cancers de mauvais pronostic. Donc, on est censé avoir un effort mis sur les cancers de mauvais pronostic, c'est-à-dire ceux où on n'a quasiment aucun espoir. Et pourtant, entre 2022 et 2025, il n'y a rien eu. Là, on vient d'avoir une bonne nouvelle. Fin juillet, on a eu une information comme quoi il y a 2 projets cette année, en 2026, qui vont être financés par l'INCa, l'Institut national du cancer, sur le glioblastome. Mais ça, c'est sans doute grâce à vos interventions régulières. Alors ça, c'est vous qui le dites.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Et il faut continuer. Exactement. Voilà. On ne va pas s'en contenter. Pauline Trucis, qu'est-ce que ce serait si vous étiez lobbyiste professionnel? Vous êtes lobbyiste bénévole, autoproclamé, c'est absolument époustouflant. J'ai pas d'intérêt financier, j'ai rien à aller chercher. Mais évidemment, c'est juste en mémoire de votre mari et au nom de ceux qui, malheureusement, avant leurs 40 ans, garçons, filles, jeunes gens, seront atteints d'un cancer du cerveau. Merci infiniment d'être venu témoigner et on espère que vous serez entendu en ce qui concerne le projet de loi de finances pour la sécurité sociale de la rentrée prochaine. Merci infiniment.